Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, Action Coach Performance. On est là pour aider les entrepreneurs et aussi les gestionnaires à atteindre une liberté, autant pour la profitabilité, la performance de leur entreprise avec leur équipe, bien entendu, aussi leur maîtrise de leur équilibre de vie. Donc, aujourd'hui, qui je reçois en fait, Monsieur Robert Vandebégin, donc de United Networks. Merci Robert d'être avec nous aujourd'hui et j'ai bien hâte que tu me parles un peu de toi et bien entendu de ton entreprise. Merci Catherine, bonjour. Donc oui, voilà, comme mon nom l'indique, je viens de Belgique, des origines flamandes bien sûr, et je suis à Montréal depuis 8 ans maintenant. On est venu s'installer en famille à Montréal et c'était un choix qui était à la fois un choix familial et un choix professionnel. Je voulais changer d'environnement par rapport aux projets, aux clients qu'on avait en Europe et puis de me relancer dans un nouveau challenge en venant ici à Montréal et au Québec. Merveilleux. Puis, qu'est-ce que c'est la compagnie pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui avec nous, avec United Networks? Alors, pour faire très simple, c'est une compagnie de développement sur mesure de projets web. Et en réalité, ça, c'est l'aspect, je dirais, la pointe de l'iceberg qui apparaît. Mais derrière ça, ce qu'on fait en réalité, on est vraiment accompagnateur de croissance. On est accompagnateur de clients sur du long terme pour des projets voilà, qui sont dans la transition numérique en général. Quand je dis sur du long terme, c'est des projets qui durent souvent 10 ans et plus. Donc, on OK. vit vraiment toutes les phases de développement du client, partant d'une page blanche jusqu'à des projets, pour certains qui sont montés à plusieurs dizaines de millions de dollars par an de chiffre d'affaires au travers des plateformes qu'on a déployées et des choses comme ça. OK. Fait que dans le fond, votre client idéal, est-ce qu'il y a des industries ou un client type qu'on peut, parce que vous avez une tribune aujourd'hui de clients peut-être potentiels qui sont en croissance. Ça serait qui votre client type, votre client, votre persona d'entreprise? Alors, on n'a pas de spécialisation quant je dirais, au secteur d'activité parce qu'on a vraiment été dans plein de métiers, que ce soit du métier de service, que ce soit dans l'industriel. On a travaillé pour Shell Gas, on a travaillé pour PricewaterhouseCoopers, on a travaillé pour des bureaux d'avocats. On a travaillé aussi pour des petites startups qui sont devenues un peu plus grandes et qui sont devenues des scale-up à la fin. Donc, vraiment dans tous les domaines. Par contre, il y a plutôt au niveau des individus, parce que c'est là-dessus qu'on veut mettre l'accent. On met très fort l'accent sur l'humain. Et tout ça ne fonctionne sur du long terme que parce qu'on a une très bonne équipe, on forme une très bonne équipe avec nos clients. Quand vous me demandez quel est le meilleur client, on pourrait répondre en des termes très pragmatiques, mais en réalité, moi, c'est plutôt philosophique. C'est vraiment de dire, nos meilleurs clients sont nos amis. Ils deviennent amis à force parce qu'on travaille ensemble sur un même projet, parce qu'on met de l'énergie là-dedans, parce qu'on est co-responsable, co-créateur, et puis parce qu'on est tous raisonnables. Je pense que la notion de raison est importante aussi, c'est-à-dire qu'on a en face de nous des gens qui comprennent aussi quelles sont nos problématiques, parce que voilà, on a beau faire tout ce enfin, de notre mieux pour arriver à certaines fins, parfois c'est juste pas facile. Puis on est dans un métier qui est, les TI, c'est très complexe. C'est à la fois des notions de codage et de programmation, mais aussi d'hébergement, puisqu'on fournit vraiment une approche qui est très complète pour que le client voit en nous en fait vraiment son partenaire TI ou un petit peu son bureau TI à distance, si vous voulez. Et alors, OK. en fait, un dernier point qui est important aussi, c'est qu'on travaille beaucoup avec les directions, le management, les directions d'entreprise. Et ce qui nous importe énormément, c'est de partager la vision. Donc, en fait, pour nous, un client, c'est quelqu'un qui devient un ami et puis qui a une belle vision à laquelle on adhère. Parfait. Fait que dans le fond, si je comprends bien, c'est pas une type d'entreprise ou y a-t-il une grosseur, vous disiez tantôt 10 millions, dans le fond, faut qu'il y ait quand même une certaine grosseur pour avoir un travail sur du long terme, sur la transformation numérique. Parce que, tu sais, on entend de la transformation. Est-ce que vous faites, mettons, la cybersécurité, des API, des ERP? Voilà, on fait essentiellement des plateformes transactionnelles. Donc, pour faire OK. simple, c'est surtout la façade, c'est de l'e-commerce. Mais ce qui est derrière, c'est là-dessus qu'on travaille énormément, c'est de développer des outils back-office qui vont être interconnectés
avec du warehouse management, avec voilà, des ERP ou toutes sortes d'autres outils, mais qui permettent voilà, je pense aux clients d'avoir vraiment son tableau de bord et puis de gérer toutes ces datas en ligne, de gérer ses flux de process, tout ce qui est order management, etc., etc. Voilà. OK. En gros, pour donner une idée. Mais on a aussi développé des projets qui étaient des projets de questionnaires. On gère des casiers intelligents à distance avec des services qui sont attachés. Enfin, pour une start-up, on a travaillé beaucoup, beaucoup dans le domaine du pneumatique où pendant 12 ans, on a développé 80 plateformes qui ont été utilisées notamment en Europe par Michelin, Continental, etc. Et là, l'objectif, c'était de faciliter, je dirais, l'approvisionnement de pneumatiques pour des cas particuliers dans l'industrie. Donc, c'est plutôt du B2B, du B2B2C. Ah. Voilà. Ah, Mais c'est on ça. a Fait que fait aussi. vous avez les deux créneaux, c'est-à-dire le B2B et le B2C. Donc, la plateforme de e-commerce, oui, Voilà, mais aussi avec le fournisseur, avec la pneumatique, comme l'exemple que vous donnez, là. exact. Ouais. OK, parfait. Puis aujourd'hui, c'est important quand même de comprendre un peu votre entreprise parce que je pense que c'est intéressant de connaître l'industrie. Mais je suis là aussi pour vous poser quelques questions sur la motivation qui vous a amené à vous lancer dans ce domaine-là parce que souvent, les gens qui vont écouter les entrevues, on a des hauts et des bas comme entrepreneur, on vit des montagnes russes. Puis souvent, moi, ce que je vais ramener à l'entrepreneur qui vit un bas, c'est de dire, reviens à ta raison d'être. Pourquoi tu as choisi cette industrie-là? Pourquoi tu as choisi d'être entrepreneur? La motivation première qui t'a amené. Donc, le pourquoi que je vous pose cette question-là aujourd'hui. Bah, ça se résume en un mot, mais je peux l'expliquer un peu plus après et puis amener d'autres contextes. Mais le mot premier qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est liberté. Voilà, ça c'est clair, c'est quelque chose qui me caractérise énormément. Mais la liberté, c'est toujours à la fois, enfin, je pense, c'est avant tout une responsabilité aussi. Je vois la liberté comme une responsabilité. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit partager avec ses proches, avec ses amis, avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec tout le monde. Euh, Après, probablement aussi, il y a ce besoin d'exprimer une certaine créativité, d'être fier de ce qu'on fait, et de pouvoir le proposer, le mettre. Il y a quelque chose de très excitant de mettre quelque chose sur un étal, donc comme dans un marché, puis se dire, tiens, bah, est-ce que ça va intéresser quelqu'un, là, ce que j'ai fait de mon côté? Et puis voilà, et en faisant ça, en travaillant littéralement dans notre garage au début, ben, on a intéressé des gens comme Shell Gas International ou d'autres, pour qui on a développé des outils de content management avant 2000. Donc, j'étais déjà entrepreneur à ce moment-là. Voilà. Ou dans début 2000, quoi, on va dire. Ouais, c'est quand même avant-gardiste, là, c'est ça. Oui, mais c'est très chouette aussi de se dire, tiens, ben, j'amène une petite plus-value, et puis est-ce que cette plus-value est valorisée ou pas par les autres, ou est-ce qu'il n'y a que moi qui Qui pense que voit. là, dans mon coin, j'ai inventé quelque chose qui était chouette. Voilà. Non, Euh, mais je peux comprendre. Puis, tu sais, dans ce processus-là, souvent, comme l'entrepreneur, on se dit, OK, moi, je vois ça, mais ça vous amène, ça vous a nourri de quelle façon? Tu sais, de dire, OK, là, j'ai la liberté vient avec la responsabilité aussi, à un moment donné, m'a permis de dire, OK, je peux exprimer ma liberté, mais aussi par une créativité qui est différente pour l'innovation, parce que dans la technologie, c'est aussi l'innovation, je pense, qui fait la différence. Mais qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas perdu? Parce que, tu sais, je crois que dans le domaine des technologies puis de l'innovation, souvent, ben, c'est que là, on veut réinventer le monde, mais on perd, on se décolle les pieds du plancher des vaches. Fait que j'aimerais ça vous entendre parce que vous êtes quand même une compagnie à succès, vous avez perduré dans ces années. Et là, d'envoyer un message aux startups, on a parlé tantôt, aux gens qui sont dans la technologie, mais que des fois, là, je ne veux pas donner la réponse, mais tu sais, souvent, ils partent, puis là, ils veulent partir dans les marchés publics, puis ils vendent, puis tout ça, puis tu sais, ils se décollent les pieds, des fois, du plancher. Fait que j'aimerais ouais, ça vous entendre là-dessus. tout à fait. Alors, effectivement, il y a plusieurs pièges, parce que d'abord, pour faire le métier qu'on fait, il faut quand même aimer la technologie. Or, la technologie, elle évolue tout le temps, donc la tentation est très forte d'aller toujours de l'avant et d'adopter une nouvelle technologie. Très vite, on a compris que c'était pas là-dedans qu'on aurait de la robustesse et de la stabilité. Et donc, au contraire, on s'est mis dans un environnement qui, à l'époque, était très novateur, qui était un environnement Linux dans des développements PHP. Je rentre pas trop loin dans les technicités, mais en gros, on a choisi un univers technologique et on est resté dedans. On a eu la chance d'avoir choisi un bon univers. Il y en a plusieurs qui ont
bien fonctionné, mais celui-là particulièrement était bien propice. Et voilà, on met le focus surtout sur les aspects fonctionnels plutôt que sur les aspects technologiques. Donc, je dis toujours, on n'est pas une agence web, une agence créative. On est vraiment des techniciens. On travaille pour développer du service, faire en sorte qu'au travers des plateformes, on puisse accéder à de la valeur ajoutée et à des services. Voilà. Alors après, ce qui nous a aussi gardé les pieds sur terre ou sur le plancher, c'est l'entourage, les gens avec qui on travaille. Donc voilà, je pense qu'une des réponses, c'est aussi surtout, continuer à poser des questions et puis entendre les réponses, écouter les réponses et les entendre. C'est deux choses différentes. Mais et voilà, voilà, on se rend compte très vite que c'est pas en course folle après des nouvelles technologies qu'on va faire la différence. On va faire la différence parce qu'on a acquis un métier et des compétences fortes sur une technologie qu'on maîtrise. Et donc, pour ça, il faut qu'elle soit relativement stable. Sinon, on ne maîtrise jamais si ça bouge tout le temps. Ouais, je pense que la clé est là, vous le dites, c'est exactement ça. Vous avez acquis un métier, des compétences, puis vous avez pu développer cette expertise-là et ensuite catalyser là-dessus. Parce que souvent, c'est ça, c'est quand ça change tellement vite, on n'est pas en contrôle de notre environnement. Puis, alors, je dirais aussi que quand même, ce qui nous a aidé, c'est que la vraie passion pour nous, c'est pas la technologie, c'est vraiment les métiers de nos clients. Et donc, rentrer dans le métier de nos clients, c'est pour ça qu'on a en même temps une diversité très, très large voilà, de compagnies avec lesquelles on a travaillé, mais toujours avec une approche qui était évidemment très, très développement de nos applicatifs, mais qui permettait aussi de faire de ce qu'on appelle en anglais de la cross-fertilisation, donc d'apporter des solutions techniques qu'on a trouvées dans certains domaines à d'autres domaines. La Ou crosse quoi? cross-fertilisation, la fertilisation croisée. Ouais. Voilà. Et ça, c'était très enrichissant parce que si on travaille dans un même silo, on perd parfois une certaine richesse du silo d'à côté. Voilà. Et donc ici, on a pu vraiment brasser différents environnements. Et donc, en travaillant dans le domaine légal, on a appris des choses qu'on a pu après amener, par exemple, pour des compétences, enfin, comme compétences dans des projets e-commerce où on pouvait dire attention, il y a des aspects légaux qu'il ne faut pas négliger, puis on sait qu'on a travaillé sur certains trucs. Donc voilà, c'était ça qui est très, très, très chouette aussi. Ça a développé votre intelligence d'affaires puis Exact. Ouais. d'expertise pour bien mieux conseiller vos clients. Oui, mais ce qui est important, c'est pas tellement l'aspect conseil, c'est l'aspect écoute. Et quand les clients parlent et puis se comprennent, enfin, voient qu'on comprend ce qu'ils disent, c'est là qu'il y a un vrai match aussi. Parce que la vraie difficulté, c'est d'être capable de comprendre ce que veut le client. Et puis, le client lui-même, parfois, ne sait pas ce qu'il veut précisément. Parce que parfois, le client arrive avec une solution, mais non, ce qu'il faut faire, c'est quoi le problème? On veut comprendre le problème, puis on va discuter de la solution ensemble. Ah oui, moi je vis ça tous les jours. Dans le Oui, coaching, je vis ça. j'imagine bien. J'imagine bien. Ouais. Je veux tel remède, oui, mais il n'est Oui, pas là le pourquoi? problème. Oui, exact. Ouais. Est-ce que la pandémie, elle a eu, parce que tu sais, là, on est pandémie, post-pandémie, tout ça, Oui. tu sais, il y a quand même eu, tu sais, là, une évolution dans notre écosystème d'affaires. Est-ce que ça a eu un impact sur votre entreprise, dans votre mode de fonctionnement ou avec vos clients? Ça a eu un impact énorme parce que ça a été l'occasion d'abord de faire une prise de recul. On a mis tout sur pause. On a des clients qui ont eux-mêmes, on a reçu des courriels catastrophiques en disant voilà, toute la partie commerciale est stoppée net, etc., etc. Donc, on a mis beaucoup, beaucoup de choses sur pause. C'était un temps aussi de se retrouver en famille, ce qui était très important pour nous et pour moi. C'était aussi le temps de la réflexion, d'un retour aux sources qui a engendré en fait une énorme fracture qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de changer de métier. Je suis en train de changer de métier parce que j'ai été confronté à mes valeurs pendant la pandémie. C'était sous-jacent, c'était quelque chose qui était latent, mais comme on est toujours le nez dans le guidon en train de courir, ou voilà, parfois On le on voit met pas. de côté certaines réflexions. Mm. Ce temps-là était hyper intéressant. Et c'est là que depuis lors, je me dis, ben voilà, j'arrête. Et comme beaucoup d'autres gens que je vois autour de moi, partout sur la planète, on décide d'agir pour le climat, pour beaucoup d'autres choses, d'être responsable, d'aller vers une transition pour les futures générations et des choses comme ça.
Ouais, ben ça, je pense qu'il y a un shift. Tu sais, moi, je compare la pandémie des fois à un congé de maternité à plus petite échelle. Oui, La oui, femme, la femme qui prend un recul, qui arrête pendant un an pour s'occuper de son enfant, mais elle a le temps de réfléchir puis de réfléchir à ce qu'elle aimait parce qu'elle est déconnectée des gens. Fait que quand on est déconnecté de notre entourage professionnel, de nos collègues ou de notre brouhaha où on est dans notre train-train quotidien, c'est là qu'on fait la prise de conscience. Puis c'est aussi pour ça que moi, je conseille souvent aux gens, faites-le. Tu sais, même dans votre année, arrêtez-vous 15 minutes pour réfléchir dans votre journée, 2 heures par semaine à la fin de la semaine pour regarder votre semaine à venir, une demi-journée par trimestre, puis 2 jours par année. Puis si vous êtes capable de vous le permettre, ben une planification stratégique sur 3, 4 jours, tu sais, une fois par 5 ans, c'est encore mieux. Puis de faire des alignements personnels, professionnels. Fait que souvent, les gens font comme, ouais, mais c'est pas vraiment. Oui, c'est nécessaire de prendre une pause. Là, on a eu une méchante pause, mais oui, oui. la pandémie nous a permis, je pense, de faire ce virage social-là aussi qui va peut-être nous amener à avoir des changements maintenant qui étaient nécessaires dans notre environnement. C'est ce que j'espère. Et puis de voir aussi que malgré tout, on n'était pas si résilient que ça, que tout est très fragile, qu'il y a énormément de travail, que les gouvernements n'ont pas suivi, que les directives n'étaient pas bonnes au début. Enfin, donc, c'était toutes sortes de petits châteaux forts là, qui se sont effondrés l'un après l'autre. Et où on se rend compte qu'en fait, on est un peu comme dans un jeu vidéo, quoi. C'est pas vraiment le monde réel. Et quand la réalité ressurgit, quand on se rend compte que si Internet est down quelques heures, l'économie de la planète au complet est en péril, il faut pas longtemps hein, pour qu'on ait des gros, gros, gros bouleversements. Donc voilà, J'adore. la J'adore pandémie. l'analogie. Elle est merveilleuse, votre analogie. Je vais la réutiliser parce que je trouve que c'est vraiment représentatif. Tu sais, on était dans un jeu vidéo, panne d'électricité, Et puis voilà, et là, back to life. l'économie est à terre. Ah, merveilleux. J'aimerais ça savoir, à travers votre processus, là, on vient d'en parler un peu, les apprentissages que vous avez appris, mais tu sais, de me nommer un peu plus dans votre processus d'entrepreneur, c'est quoi les apprentissages que ça vous a amené, les prises de conscience, justement, peut-être dans cette période-là, puis autant personnel que professionnel que vous pouvez nous partager aujourd'hui? Bah, il y en a tout plein, mais tout d'abord, je voudrais quand même juste dire un truc, c'est que je fais du parapente et je fais de la compétition sportive à ce niveau-là. Et ça m'a énormément sauvé ces dernières années parce que justement, vous parliez de temps de pause ou tu parlais de temps de pause, etc. Bah oui, c'est quand on est en vol, on se détache de tout et puis on est vraiment soit tout seul face à la nature et puis face à son aile. Et donc ça m'a apporté énormément d'oxygène dans ma vie d'entrepreneur. C'était même nécessaire d'ailleurs. Pour moi, c'était une question de survie, je pense. Je parle de survie au niveau de l'entreprise. Ouais, Euh, j'avais compris. J'en ai fait voilà. une fois, puis je peux comprendre des deux côtés. Oui, 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 voilà. Mais Ah. ouais, donc, ok, tu peux peut-être reposer la Oui, oui, question. reformuler ma question. Ben, ce serait quoi les apprentissages, tu sais, depuis que vous êtes entrepreneur, ben, si ça Ouais, peut être entrepreneur ou pas, là, mais tu sais, les apprentissages que vous avez faits, puis ça peut devenir des conseils aussi pour ah d'autres oui, gens qui sont en croissance, en entreprise, puis qui vivent un chaos. Moi, j'appelle ça un chaos semi-contrôlé parce oui. qu'on vit une croissance. Alors, je pense que de nouveau, je reviens sur la question essentielle pour moi, c'est l'humain. Bien s'entourer et puis essayer de respecter ça. Donc, enfin, on parle de chaos, on a besoin des autres quand on est dans le chaos. Donc, il faut les respecter. Il faut prendre soin des autres aussi, énormément, parce qu'après, ils vous le rendront. Puis, je pense, on parlait de croissance à certains moments. Le risque, c'est de se laisser dévorer par la croissance. Il faut gérer la croissance. C'est pas la croissance qui doit nous driver, c'est nous qui devons driver la croissance en tant qu'entrepreneur. Ça veut dire que la croissance est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et puis, beaucoup dans notre vie d'entrepreneur, je pense qu'on a des croyances sur l'argent, sur justement la croissance, etc. Et que le bonheur d'entreprendre est probablement ailleurs aussi. C'est ce que je disais au début, c'est de convaincre des gens, c'est d'arriver avec des solutions pertinentes, c'est d'arriver avec de la compréhension ou d'apporter des compétences là où les gens en ont besoin. Euh, En cas de crise, parce que la croissance c'est une crise en réalité, en cas de crise, bah, ce qu'il faut surtout aussi, ça je l'ai appris dans le parapente, c'est ouvrir sa vision périphérique, éviter d'être dans un tunnel de décision ou de vision. C'est très important aussi.
Et puis, je pense qu'avoir une hygiène de vie très saine, voilà, c'est pas. Puis, j'ai compris aussi que la vie de l'entreprise, c'est pas ma vie. C'est mon entreprise, mais souvent on dit c'est mon entreprise, c'est mon bébé. Non, c'est pas vrai. Une entreprise, c'est une entreprise. Puis, l'entrepreneur doit parfois aussi être capable de un petit peu se désinvestir de ça émotionnellement. Et voilà, parce que l'entreprise a sa propre vie et j'en suis pas toujours responsable. Très jeune, enfin, j'étais malheureux parce que je me rendais compte que l'énergie de l'entreprise, c'était l'énergie que moi je donnais dans Mhm. l'entreprise. On était une petite équipe et puis je sentais que Mhm. si j'étais pas dans un bon mood, bah, tout le monde était voilà. Et quand j'arrivais avec plein d'énergie, tout le monde avait plein d'énergie. Bah, j'ai travaillé à faire en sorte que justement l'entreprise ne soit pas dépendante de mon énergie, que l'équipe soit autonome et puis qu'à la limite l'équipe puisse me réénergifier Mhm. quand il le fallait. Voilà. Ah, c'est une belle histoire parce que souvent je l'enseigne à mes clients, tu sais, la mobilisation, c'est une chose, mais quand tu es rendu une étape comme ça dans ton entreprise, puis que l'équipe connaît la culture, puis qu'elle est autonome, puis elle élève l'entrepreneur parce qu'elle est en dessous, tu sais, l'entrepreneur supporte l'équipe, mais l'équipe va supporter l'entrepreneur, c'est Oui, un oui, cercle. Fait que moi, exact. je trouve que c'est une belle histoire. Merci pour cet exemple-là parce que ça reste que souvent l'entrepreneur se dit c'est moi qui porte l'entreprise en dessous. Mais si tu n'as plus d'énergie, comme tu l'as dit, pouf, tout s'écroule. Fait qu'il faut apprendre à responsabiliser, à déléguer, à impliquer. Puis c'est comme ça on mobilise notre équipe. C'est pas en leur disant fais ci, fais ça, tourne à gauche, tourne à droite, puis en leur donnant juste un chèque de paie. Tu sais, les gens, ils pensent que c'est. Peut-être que dans le temps, c'était comme ça, mais Non, maintenant. non, puis ben, je parlais d'amitié. Pour moi, ce sont Mm. des valeurs d'amitié, d'amour. On n'ose pas parler d'amitié et d'amour en business souvent. Or, c'est nécessaire. Je pense qu'on parlait de valeurs. Ben, voilà, c'est des valeurs qu'il faut remettre au centre de l'économie. Euh, Mes employés aussi, la plupart sont des amis. Même Mm. s'ils sont ex-employés, j'ai gardé des contacts fantastiques. On se parle, voilà, je peux compter sur eux. On a partagé une tranche de vie ensemble pendant des années. Je voyais plus mes employés que ma famille souvent, mais donc voilà, ça a de la valeur aussi. Et justement, si c'est pour dire au final, ça se termine par un chèque de paye à la fin du mois, c'est ridicule de vivre dans des environnements comme ça. Mm. Ouais, je comprends très bien. Mais je partage ces valeurs-là avec vous. Ça en fait partie de mes 5 valeurs. Il y a l'amour. Fait que mon équipe, ils n'ont pas le choix d'être dans la même énergie. En terminant, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous inspire le plus. Parce que, tu sais, on a souvent des petits downs. Là, vous avez parlé de parapente tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres façons que vous pouvez nous partager comment vous inspirez? Ben, il y a beaucoup de gens inspirants autour de nous. Donc, j'écoute énormément de podcasts, je lis. Et puis, j'augmente mon réseau. Alors, depuis pas très longtemps, au lieu d'avoir un réseau qui est uniquement orienté business, y compris sur LinkedIn, j'ai un réseau qui est orienté beaucoup plus vers des problématiques de fond. Je parlais tout à l'heure de la transition, je parlais tout à l'heure de la responsabilisation. Donc voilà, je suis en contact avec plein d'auteurs et d'acteurs de cette transition. Et ça fait énormément de bien de lire autre chose que des bulletins financiers. Et, voilà. Et puis de remettre ça au cœur de la vie, c'est important. Ouais, ça donne une raison d'être aussi au-delà de, oui, la business. Tu sais, moi, j'aide des gens en business, ou vous aussi, mais tu sais, des fois, d'avoir une raison d'être, un fameux why, comment je peux contribuer à la société, ça peut Oui, être donc le fun. ça m'amène à mon nouveau métier, justement, qui est d'aider les gens à aller dans cette transition, parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où on parle de décroissance, on parle d'un Ouais. tas de nouveautés. Ben justement, je suis en train de bâtir des compétences dans ces domaines-là pour pouvoir les ramener, parce que je suis passionné d'entreprise, pour pouvoir les ramener après au sein des entreprises. Et donc, on pourrait utiliser à moyen terme l'outil technologique pour aider à certaines transitions, mais cette transition doit être bien au-delà de juste la technologie. Donc là, voilà, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Et c'est vraiment l'objectif pour les prochaines années d'aller dans ça, dans de l'accompagnement d'entreprises pour les rendre un peu plus résilientes, mais surtout plus responsables aussi, parce qu'on a besoin dans nos sociétés d'avoir des entreprises et des personnes qui sont responsables et puis qui prennent le relais, qui n'est pas pris au niveau politique où c'est très lent. Je crois énormément dans la capacité des entrepreneurs et j'en vois beaucoup. Il y a des très, très beaux exemples. Des gens qui sont en train d'opérer des conversions et de renoncer. Ce sont des renoncements. On parle de croissance, on parle de succès. Est-ce que quelqu'un qui arrête une carrière magnifique comme le patron de Danone puis qui se lance dans un tout autre combat, c'est un succès ou c'est un échec?
je crois que ça n'existe pas, les succès et les échecs. Voilà, on a voulu nous formater dans des modes de pensée qui, aujourd'hui, n'ont plus raison d'être. Mm. C'est très philosophique, mais ça l'amène vraiment. Je pense qu'on va garder cette ligne-là pour une autre discussion parce que je trouve que les succès, les échecs, ça n'existe pas. C'est encore des étiquettes qu'on s'est mis. Voilà, ce sont des croyances Ouais. qu'on nous enseigne et qui nous rendent coupables ou heureux, mais c'est factice. Ouais. C'est très, très philosophique. Là, je vais laisser les gens sur cette belle Réfléchir à ça. ligne. Et en finissant je vous laisse le mot de la fin. Ça serait quoi un dicton Bah, ou alors, une fameuse quote que vous pourriez nous citer pour terminer la voilà, belle entrevue? bah, j'en reviens au parapente parce qu'au final, grâce à ça, j'ai vécu beaucoup, beaucoup d'aventures aussi. Puis je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je dirais que tant qu'on n'est pas posé, on est toujours en vol. Et ça veut dire que rien n'est perdu tant qu'on n'est pas posé. J'adore. Donc, tant qu'on n'est pas posé, On vole. on vole. C'est merveilleux. Donc, on va rester sur ce mot de la fin. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Ça a été super enrichissant comme discussion. Puis, je vais inviter les gens à vous suivre sur vos plateformes, autant sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, puis d'aller fouiller un petit peu sur vos nouveaux projets qui s'en viennent prochainement. Super. Merci Merci, beaucoup, Robert. Catherine. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Bye bye.